Bienvenue à vous, bonsoir, un plaisir de vous retrouver ce soir en direct. C'est vrai que nous allons parler de Covid-19, mais c'est surtout l'information derrière qui est importante. Et peut-être qu'au à la fin de cette interview, eh bien, on en saura plus, sûrement, et peut-être surtout que l'on sera rassuré. En tout cas, un an après le début de cette pandémie, on assiste à de nouveaux variants, le variant de Grande-Bretagne, du Brésil, d'Afrique du Sud, et puis le tout dernier du Japon. Donc un an après, qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre autant de mutations inquiétantes pratiquement en même temps? Eh bien, des explications tout de suite rassurantes, je l'espère, avec le professeur Ja'far Haikal, professeur en épidémiologie. Bonsoir professeur, comment ça va? Bonsoir Yasmine, merci de ton invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec toi et Média 1 TV. Merci professeur. Alors d'abord, visiblement, l'émergence des variants, c'est, on va dire, un mécanisme naturel de la vie d'un virus. Alors pourquoi ne parle-t-on des variants qu'aujourd'hui? Parce que depuis le début de la pandémie, il en existe. Tu as très bien fait de le dire, Yasmine. En fait, déjà pour la souche classique qu'on appelle sauvage de la Covid-19, il y a eu énormément de mutations. Il faut que les gens sachent qu'il y a eu plus de 4000 mutations depuis la découverte donc, de la Covid-19. Et c'est un phénomène naturel que nous connaissons en épidémiologie et en santé publique, que les virus subissent des mutations. C'est tout à fait normal. Sauf que la majorité des mutations n'entraînent pas un enjeu majeur pour la santé des gens, c'est-à-dire ne donnent pas des complications plus graves dans l'histoire naturelle de la maladie. Et dans certaines situations, il y a des variants, et c'est ça ce qu'il faut insister, qui, eux, font des modifications au niveau viral, là, en l'occurrence pour la COVID-19, particulièrement sur la protéine S, sur ce qu'on appelle la couronne donc, de ce virus, qui va entraîner des phénomènes nouveaux, soit une transmissibilité plus rapide, c'est le cas du variant britannique, soit des complications plus sérieuses dans l'histoire naturelle de la maladie, le cas par contre du variant ou variant brésilien. Ok. Alors dans ce cas-là, donc important. Pardon, je vous laisse continuer, oui. Professeur. Je vous laisse continuer, pardon. Voilà. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est que ces variants arriveront à comprendre leur enjeu, c'est-à-dire ils vont modifier l'histoire de la maladie, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont plus la compliquer. Par exemple, le variant anglais se transmet plus rapidement, donc c'est-à-dire sa transmission est plus importante, mais il n'est pas plus grave, il ne tue pas plus, il n'augmente pas la létalité. L'inquiétude, c'est pour d'autres types donc, de variants. Ce n'est pas le cas actuellement. D'ailleurs, nous l'observons, y compris dans le contexte marocain, que la situation épidémiologique n'est pas plus grave. Elle prête évidemment à précaution et à surveillance, mais elle n'est pas plus grave d'un point de vue de létalité ou de mortalité. D'accord. Alors, vous, professeur, et la communauté scientifique, est-ce que vous abordez un variant comme un nouveau virus? Et est-ce que c'est un nouveau virus? Alors, vous avez parfaitement raison de le dire. Techniquement, c'est un nouveau virus. Parce qu'un variant, il a varié par rapport à la souche classique, sauvage. Et donc, ce serait un nouveau. C'est pour ça que dans certaines situations, dans certains pays, on ne parle pas de deuxième ou de troisième ou de quatrième vague, mais on parle de nouvelle épidémie. C'est-à-dire, lorsqu'une souche a créé une pandémie à un moment, eh bien, un variant va en créer une autre. Et vous allez avoir certaines équipes qui préfèrent parler de nouvelles pandémies à un moment dans le temps, plutôt que de deuxième ou de troisième vague. Donc, techniquement, vous avez raison de dire, c'est un nouveau virus, comparativement, attention, au premier donc, virus. Mais il reste de la même famille, il reste essentiellement assez identique avec une petite variation. Ok. Alors, pour ne pas laisser de place aux théories complotistes, comment vous, les spécialistes, les scientifiques, vous expliquez l'émergence d'autant de variants pratiquement en synchronisation absolue? On a le variant de Grande-Bretagne qui s'est manifesté en septembre. On a l'Afrique du Sud et le Brésil en octobre. Celui du Japon dont on n'entend pas beaucoup parler mais qui est récent, c'est le mois de janvier. Et donc,
ça laisse un petit peu place à ceux qui veuillent semer ce doute dans l'esprit des gens. C'est, voilà, tous ces variants ont émergé en même temps. Est-ce que là encore, de par votre spécialité, vous pouvez expliquer ça dans le temps? C'est-à-dire il faut en moyenne 12 mois, 11 mois, ou en moyenne 12 mois, on va dire, pour mettre ça dans ce contexte, pour qu'un virus mute et donne un virus plus inquiétant. Et c'est ce qui s'est passé puisque la pandémie a 1 an, mais le virus en a un peu plus. Est-ce que c'est le cours normal d'un virus? Tout à fait. Les mutations, Yasmine, surviennent tous les jours. Oui. Mais au bout d'un certain temps, à la faveur d'un certain nombre de facteurs qui sont liés à l'environnement, qui sont liés au traitement, qui sont liés à la vaccination dans certaines situations, qui sont liés aux mesures barrières, qui sont liés au confinement et qui sont liés également à la capacité d'un virus à devenir plus pathogène ou non. Tous ces facteurs font en sorte que les variants vont se multiplier, vont arriver, et à la faveur également de notre capacité de les diagnostiquer. Car je vous rappelle que pour que nous puissions savoir s'il y a un variant, il faut être capable de le diagnostiquer. Parce que vous pouvez avoir des tests au départ qui ne peuvent diagnostiquer qu'une souche particulière et non pas des variants. Et maintenant que nous avons appris ça par rapport à ces variants, les capacités diagnostiques ont évolué partout donc dans le monde et on est capable, y compris dans le contexte marocain, de diagnostiquer donc les variants et évidemment d'adapter, parce que ce qui est important, Yasmine, dans toute cette histoire, c'est d'adapter les mesures de protection, de prise en charge par rapport à ces nouveaux variants. Mais il faut que la vie continue, il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a de nouveaux variants qu'il faut qu'on arrête donc de vivre et que la situation est catastrophique. À toute situation exceptionnelle, adaptation exceptionnelle, par soit des mesures barrières, soit des thérapeutiques. Et nous, au Maroc, on a bien fait les choses quand même, il faut le reconnaître, puisque même la stratégie de vaccination aujourd'hui est à un niveau qui est vraiment très important comparativement à l'échelle mondiale. Absolument. Donc vous parlez, professeur Heikel, de capacité de diagnostic, de trouver, on va dire, ce variant grâce au séquençage. On sait que les Anglais sont champions dans le monde en la matière. Très bien. Pour ça, je vous suis parfaitement. Maintenant, pour la virulence du virus, type Afrique du Sud. Est-ce que c'est le séquençage qui a permis de découvrir ce variant ou bien c'est la virulence et l'état d'infection des patients qui a tiré la sonnette d'alarme? Non, alors, vous avez raison sur les deux aspects. Premièrement, quand on constate, vous savez, c'est une maladie nouvelle. Nous-mêmes, il y a un an, on ne connaissait pas cette maladie et nous apprenons tous les jours et nous essayons de nous améliorer tous les jours. Alors, pour le Sud-Africain, on a constaté deux choses, et d'ailleurs, c'est valable aussi pour le Brésilien, j'en parlerai. On a constaté, que sa vitesse de propagation était différente et deuxièmement, que son implication en matière de complications était aussi beaucoup plus importante que la souche sauvage. Et c'est pour ça que les séquençages ont permis de montrer qu'il était différent. D'ailleurs, le variant brésilien, lui, est encore plus problématique parce que non seulement il circule plus vite, non seulement il permet des complications plus sérieuses, mais en plus, il réduit notre capacité de réactivité immunitaire. Et ça, c'est grâce, encore une fois, au séquençage. Quand on constate sur le terrain, sur le plan épidémiologique et sur le plan clinique, qu'il y a des choses différentes par rapport à ce qu'on avait observé, eh bien, on voit sur le plan biologique qu'est-ce qui se passe, on fait des séquençages et on s'aperçoit que c'est un nouveau variant qui est totalement différent. Donc, c'est ça la situation actuelle. Et je vous rappelle que dans les meilleurs pays du monde, on prend 10% des virus en circulation dont on fait le séquençage pour voir si c'est un variant classique ou un nouveau variant. Ok, alors lorsque vous, les scientifiques, vous observez, ou vous dites observer les variants, vous observez quels indicateurs en particulier? Alors, merci de ta question. On observe d'abord, est-ce qu'il a la même capacité de transmissibilité? Est-ce que le R0 est le même? Je ne sais pas si vous vous rappelez, Yasmine, le taux de reproduction de base, c'est-à-dire la capacité de produire de nouveaux cas. Une personne infectée va en infecter combien? En l'absence de mesures de contrôle. Le R0, c'est en l'absence de mesures de contrôle. C'est ça. Tout à fait. C'est la transmissibilité donc d'un virus. C'est ce que nous observons. Toutes choses par ailleurs étant égales.
La deuxième chose que nous observons, est-ce que nous avons plus de cas compliqués et est-ce que la létalité et la mortalité augmentent? Ce sont les principaux indicateurs. Il y en a d'autres, bien sûr, mais classiquement, ce sont ceux-là. Et quand on observe qu'il y a un changement majeur dans ces trois paramètres, eh bien, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas un virus qui est différent? Est-ce que ce n'est pas une forme qui est différente? Et c'est ce qu'on appelle la contagiosité d'un virus et la pathogénicité d'un virus. La contagiosité, c'est sa capacité de transmission, alors que sa pathogénie, c'est sa virulence, c'est-à-dire sa capacité d'être méchant. Ok. Est-ce que vous surveillez également ce qu'on appelle, ce que vous appelez l'échappement immunitaire? Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est particulièrement le cas du variant brésilien qui pose problème parce que l'échappement donc immunitaire, c'est-à-dire tout simplement qu'on n'est pas capable, que notre corps n'est pas capable de fabriquer des anticorps neutralisants contre un variant donc particulier. Ou alors, en tout cas, il a une réduction dans sa capacité à le faire. Notre système immunitaire est toujours présent pour se battre, pour créer des anticorps neutralisants protecteurs, mais des fois, cette capacité, elle diminue parce que le variant a malheureusement cette force ou cette capacité d'échapper à notre système immunitaire et de faire en sorte que notre système immunitaire ne puisse pas le combattre de façon optimale. Et ça, c'est le danger de certains variants, particulièrement lorsqu'ils touchent les populations vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes avec une maladie chronique. Absolument. Et une comorbidité telle que le diabète, oui, mais l'obésité aussi. On en a parlé hier et le jeudi, c'est la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Alors, par échappement immunitaire, j'ai cru comprendre, professeur Haeckel, qu'on parle également de la capacité qu'a l'organisme ayant été infecté précédemment par le virus à reconnaître ce nouveau variant. Il y a aussi ça, non ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que lorsque vous avez déjà été en contact avec ce virus, que vous êtes capable donc de le reconnaître. Et ça, il faut que les gens comprennent que nous n'avons pas cette même capacité. Nos capacités immunitaires sont différentes d'un individu à un autre. Et c'est pour ça d'ailleurs, je crois que vous l'avez su, que dans certains pays, en particulier par exemple la France, où la Haute Autorité de Santé a dit par exemple, lorsque vous avez déjà eu la Covid-19 et que vous avez développé une forme donc de protection, eh bien une seule dose serait suffisante d'un vaccin et non pas une deuxième dose. Ce ne serait pas utile pour les personnes ayant la Covid-19. Ça fait partie, par exemple, des réflexions de certaines équipes techniques et scientifiques dans certains pays. C'est ça. Alors justement, cet échappement immunitaire, est-ce qu'il vous inquiète en matière de vaccin? Parce que le vaccin a été développé à partir de la souche du virus sauvage. Maintenant, il y a autant de mutations, autant de variants. Donc, est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, l'inquiétude, vous avez raison, l'inquiétude, il ne faut pas être trop optimiste. C'est vrai qu'on a réussi de très belles choses au Maroc, il faut le reconnaître. Il faut rester quand même prudent et le principe de précaution nous impose de bien réfléchir à la suite des événements. Même si on a bien fait les choses, attention, continuons à surveiller, continuons à faire des séquençages, vérifions s'il n'y a pas d'autres variants. Pourquoi? Pour vérifier est-ce que notre stratégie vaccinale avec les vaccins que nous avons nous protège suffisamment contre les variants existants et des futurs variants. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes avec les vaccins disponibles dans le contexte marocain, protégés de façon acceptable et élevée par rapport aux variants anglais. On n'a pas suffisamment de données pour les autres variants, donc restons quand même optimistes, mais vigilants avec les mesures de précaution qui, je rappelle, doivent être maintenues tant que nous n'avons pas atteint l'immunité collective. Les mesures barrières, et encore une fois, les mesures barrières à respecter. Ok, alors justement, si l'évolution des virus est aussi évidente, puisque finalement les mutations sont constantes, et ça c'est la vie normale des virus, ces mutations, est-ce qu'elles ont été prises en considération dans la conception des vaccins? Ou bien la communauté scientifique internationale s'est emballée à inventer la solution miracle sans prendre en considération ce qui est d'abord un acquis scientifique.
vous avez parfaitement raison. La communauté scientifique a été prise de court parce que d'abord on connaissait pas ce virus, on connaissait d'autres virus, on connaît celui de la grippe, on connaît tellement d'autres virus, on a l'habitude. Mais celui-ci a déboussolé la communauté scientifique, d'abord parce que son impact médical, mais également son impact social et économique. L'ampleur qu'il a pris, elle est incroyable. De toute ma carrière d'épidémiologiste et d'infectiologue, je n'ai jamais vu ça. Et donc, on a été pris de court. Et donc, la communauté scientifique, l'industrie pharmaceutique a dû, de façon beaucoup plus accélérée, beaucoup plus rapide que classiquement, prendre les mesures adaptées et en particulier, par exemple, fabriquer donc un vaccin avec une rapidité jamais connue auparavant. Et quand vous faites les choses avec rapidité, je ne dis pas avec précipitation, mais je dis avec rapidité, eh bien, évidemment, vous ne pouvez pas prendre en considération tous les facteurs et tous les éléments qui pourraient arriver au cours de l'histoire naturelle d'une pandémie. Et entre autres, la capacité d'un virus à avoir des variants plus sérieux. Parce qu'il peut y avoir des mutations, mais sans avoir des variants qui changent l'histoire naturelle d'une maladie. Là, en l'occurrence, on a des mutations énormément qui n'ont pas changé grand-chose, mais à un moment ou à un autre, à la faveur d'un certain nombre de facteurs, l'épigénétique, l'environnement, l'écosystème, on a des variants qui changent les choses. Et c'est là où il faut rester prudent. On n'a pas eu le temps de nous préparer pour avoir les vaccins qui couvriraient l'ensemble donc des variants. Et c'est pour ça que nous devons rester prudents et encore une fois observer les mesures barrières en attendant que la situation puisse s'améliorer par une immunité collective. C'est vraiment une expérience en temps réel que vous vivez à titre professionnel, professeur Jaafar Haikal, et également la communauté scientifique dans son ensemble. Alors le virus, on va dire qu'on connaît plus ou moins et qui change régulièrement, c'est le virus de la grippe. Juste pour avoir un élément de comparaison, est-ce que le SARS-CoV-2 mute de façon, on va dire, plus importante que le virus de la grippe? Alors, c'est une excellente question. Le virus de la grippe mute et d'ailleurs, chaque année, vous avez donc de nouvelles souches. La seule différence, il mute de façon si importante, celui de la grippe. La seule différence, c'est que nous n'avons pas observé aujourd'hui, à la faveur des connaissances scientifiques que nous avons, des variants du virus de la grippe aussi dangereux que ceux que nous observons avec la Covid-19. Avec le virus donc de la grippe, nous savons avec les études épidémiologiques dans quelle tendance on va et quelles souches il devrait y avoir l'année suivante. Et que ces souches donnent globalement, au cours donc des 20 dernières années, le même niveau de létalité, de mortalité et de complications à travers le monde de la grippe classique. Par contre, pour la Covid-19, pour la première année, eh bien, nous avons constaté un niveau de létalité d'abord qui est supérieur à celui de la grippe classique, clairement, mais aussi ce que nous observons, c'est une plus grande capacité à créer des variants qui modifient l'histoire naturelle donc, de la maladie et qui peut exposer les populations vulnérables. Je rappelle que globalement, les personnes qui sont jeunes, qui n'ont pas de comorbidité, dans 85% des cas évoluent très bien, y compris dans le contexte marocain, mais malheureusement, ces variants nous font craindre un impact plus sérieux chez les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes avec une maladie chronique. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, vraiment en 10 secondes, si c'est possible, professeur Haikal, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le variant britannique a fait son entrée sur le territoire, les autres, non. Rassurez-nous. Tout à fait. Les équipes, et bravo au laboratoire marocain, nous avons le variant anglais qui est présent, c'est certain, mais les autres variants, il n'y a aucune donnée scientifique qui montre leur présence sur le territoire marocain et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce soir, professeur Jaafar Haikal. Merci de nous avoir éclairés, rassurés et on vous souhaite beaucoup de courage à vous ainsi qu'à toute la communauté scientifique marocaine et internationale. Voilà, dans cette guerre contre cette pandémie. Merci beaucoup, cher monsieur. Bonsoir merci à vous, Yasmine. Merci à Média TV. Avec plaisir. Un grand merci à toute l'équipe en régie et à vous qui nous suivez en direct ce soir. N'oubliez pas la rediffusion et puis retrouvez les épisodes d'Ondito à n'importe quel moment sur mediantv.com. Je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à demain. Au revoir.